Bonjour, nous sommes honorés aujourd'hui de vous présenter le véhicule DS numéro 8 sur lequel nous avons travaillé depuis quelques années. Et je me présente, donc je m'appelle Mathilde Fourreau, je suis designer pour la marque DS et j'ai travaillé sur DS numéro 8. Et je vous présente aussi Cyprien. Donc Cyprien Lancy, je suis le chef de projet de la DS numéro 8 depuis maintenant 5 ans. Voilà. Je vous propose de commencer par une petite explication du véhicule, du concept. Pour cette DS numéro 8, deux grands axes à retenir. Premièrement, c'est un véhicule 100% électrique avec des performances qu'on peut quand même qualifier d'assez exceptionnelles, puisqu'on a une autonomie WLTP de 750 km. Mais peut-être encore plus important que cette autonomie WLTP, sa capacité à parcourir plus de 500 km sur autoroute. Parce que pour ceux qui connaissent les voitures électriques, vous savez qu'elles sont parfaites pour aller au bureau ou au travail la semaine, mais parfois quand il faut aller un peu plus loin, par exemple pour partir en vacances, l'expérience est moins concluante. C'est exactement ce qu'on va éviter avec numéro 8, c'est un véhicule électrique sans aucun compromis sur l'usage. Et puis par ailleurs, c'est le nouveau porte-étendard de la marque DS Automobile, c'est le fleuron de la gamme. Et donc c'est une vraie DS, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire un véhicule qui a un design très charismatique, on va le détailler, mais également un véhicule qui est extrêmement confortable. Donc le confort sous toutes ses formes, c'est-à-dire le confort de roulage. On a notamment une suspension pilotée par caméra, donc avec la caméra du haut du pare-brise qui lie la surface de la route et qui adapte l'amortissement. On a des sièges extrêmement confortables, du confort thermique très important dans le monde de l'électrique, donc des sièges qui sont chauffants, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, un volant qui peut être chauffant, des sièges qui peuvent être aussi ventilés avant-arrière, et même, c'est une nouveauté, un petit chauffage de nuque. Et puis également le confort acoustique, très très important dans le monde de l'électrique parce que c'est un plus grand défi que dans le véhicule thermique, dans le sens où tous les petits bruits ressortent encore mieux, puisque le moteur est silencieux. Et donc c'est encore plus challengeant à insonoriser, mais on y a réussi. On a mis les meilleurs matériaux dans toutes les zones de la voiture et on a par exemple des vitres acoustiques de série aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et donc dans cette voiture, vous verrez quand vous aurez l'occasion de la conduire, on peut discuter avec des passagers depuis l'avant vers l'arrière sans du tout hausser le ton, ce qui est vraiment la marque des véhicules bien insonorisés. Et puis le troisième axe quelque part, c'est aussi évidemment en tant que véhicule haut de gamme, évidemment un véhicule qui est technologique, qui a tous les attributs d'un bon véhicule électrique premium de 2025. Donc l'autonomie, je l'ai évoqué, la capacité de recharge rapide. Donc on peut recharger pour faire le 20-80%, on peut mettre 27 minutes seulement. Ce qui veut dire qu'en fait, dans le meilleur des cas, on récupère jusqu'à 200 km en moins de 10 minutes, ce qui est vraiment une très bonne performance. Et puis, un véhicule qui est connecté, qu'on peut mettre à jour over the air, qui dispose d'un planificateur d'itinéraire qui vous indique où vous rechargez en fonction de votre destination et de votre état de charge au départ, qui va aussi piloter la température de la batterie de façon à ce que vous ayez toujours la meilleure performance de charge, puisque ces batteries sont sensibles à la température, qui aura du plug and charge, c'est-à-dire que vous serez reconnu par la borne et donc vous pourrez juste vous brancher sans avoir à utiliser un badge, etc., etc. Aujourd'hui, on est là pour vous parler de design. Et c'est vrai que sur ce projet, le principal défi, ça a été d'allier le design et l'aéro. Parce que généralement, on a du mal à concilier les deux. Vous avez certaines voitures qui sont très bonnes en aéro, mais qui ont du coup un design un peu plus anonyme, un peu plus mou. Je pense que ceux qui connaissent l'automobile voient très bien à qui je fais référence, mais qui donc du coup ont des bonnes performances aérodynamiques. Et vous avez à l'inverse d'autres voitures qui ont un style plus léché, mais qui, en revanche, ont des performances un peu moins bonnes en aéro. Et dans ce cas-là, ça se retrouve tout de suite sur l'autonomie. On ne fait pas de l'aérodynamique pour le plaisir de faire de l'aérodynamique, on fait de l'aérodynamique pour donner de la prestation au client, et en l'occurrence de l'autonomie. Donc, je vais vous expliquer comment on y est arrivé et quelles sont les petites astuces qu'on a pu utiliser, sachant que, gardez un chiffre en tête, pour ceux qui connaissent un peu le monde de l'automobile, on a un CX de 0,24 qui est vraiment une valeur exceptionnelle pour ce véhicule qui est un véhicule assez grand, hein, c'est un véhicule du segment D, j'ai oublié de vous donner les dimensions et je vais le faire tout de suite, 4,82 m de long, on est vraiment dans le cœur du segment D, c'est-à-dire de la routière. Et puis 1,90 m de large, donc un véhicule qui est bien assis sur la route mais qui rentre dans les parkings. Et on va parler de SUV coupé parce qu'on a un véhicule qui fait 1,58 m de haut. Donc 1,58 m de haut, c'est nettement plus qu'une berline qui fait plutôt 1,45 m.
Mais en revanche, c'est un peu plus bas qu'un SUV traditionnel qui fait plutôt 1m63, 1m64. La raison est très simple, encore une fois, l'aérodynamique. C'est un SUV coupé de nouvelle génération, donc on l'a voulu un peu plus bas, un peu plus profilé, justement au bénéfice de l'autonomie, tout en gardant, et ça c'est très important, parce qu'on parle bien de SUV coupé, une position de conduite haute. Donc la position de votre tête est identique à 1 cm près à celle d'un D7 d'aujourd'hui. Et vous avez aussi d'autres attributs du SUV, comme le coffre, qui est très grand, puisqu'on a un coffre de 620 litres dans la meilleure configuration. Donc voilà pour la présentation du véhicule. Je vous l'ai dit, on va parler aérodynamique et style et design, en commençant par l'avant de la voiture. Alors, une des premières astuces qu'on a utilisées, ce sont ce qu'on appelle des entrées d'air pilotées. Vous voyez là, le véhicule est arrêté, toute la face avant est fermée, je n'ai pas d'entrée d'air. En fait, j'en ai. Ce sont ces éléments-là qui sont donc ce qu'on appelle des entrées d'air pilotées qui vont pivoter pour s'ouvrir quand le véhicule a besoin de refroidir. Dit autrement, la plupart du temps, ces ailettes sont fermées et donc j'ai vraiment l'aérodynamique optimale et donc la meilleure autonomie. Uniquement dans les cas où j'ai besoin de refroidir, on va les ouvrir. Dans le même état d'esprit, vous voyez qu'on a ici une face, on va dire, assez pointue, un peu comparable à ce qu'on peut trouver sur des bateaux, sur des catamarans. Là, l'idée, c'est vraiment de fendre l'air et de bien guider les flux d'air sur le côté du véhicule. Ça, c'est vraiment très important parce que c'est le début du guidage sur le flanc du véhicule. Ça vaut sur autoroute environ une dizaine de kilomètres d'autonomie. Les entrées d'air pilotées, pour vous donner une idée, c'est plutôt une vingtaine. Et donc, si je continue sur le côté du véhicule, vous voyez les roues. Alors, vous avez probablement l'impression de voir une jante. Alors, en fait, ceci n'est pas une jante. Ceci est ce qu'on appelle dans le jargon un cover, donc on va dire un enjoliveur, mais traité de façon très haut de gamme, donc il ressemble vraiment à une jante. Alors, pourquoi on a utilisé cette astuce? En fait, là, on a des roues, des jantes de 21 pouces, avec une technologie forgée, qui est une technologie très haut de gamme, avec des jantes qui sont très fines, très légères, très rigides, ce qui est vraiment très bien, sauf qu'elles sont aussi très ajourées. Et donc, les jantes très ajourées, c'est assez moyen pour l'aérodynamique. Il faut ce qu'on appelle les fermer. Et on les ferme grâce à cet enjoliveur, où finalement on a juste ce qu'il faut d'ouverture pour refroidir les freins, tout en ayant la meilleure aérodynamique possible. Si je continue la découverte du véhicule, évidemment la forme générale de la voiture, ce qu'on appelle fastback, donc le toit qui descend à l'arrière, ça c'est une silhouette qui est aussi bien bénéfique au design qu'à l'aérodynamique. Et en poursuivant la découverte du véhicule, vous voyez à l'arrière, on a un peu la symétrique de l'avant, toujours avec cette dérive qui guide le décollement des filets d'air à l'arrière du véhicule. Là, le gain est un peu plus modeste, on est plutôt de l'ordre de 5 km sur autoroute, mais néanmoins, il est quand même très bon à prendre. Et vous voyez aussi également le béquet aérodynamique qui est un peu en surélévation et qui, là encore une fois, a été dicté par l'aérodynamique et pas uniquement pour le style. En fait, tout le challenge, ça a été vraiment d'avoir une coordination optimale entre les équipes aéro et les équipes de design qui ont travaillé en étroite collaboration dans la soufflerie à Saint-Cyr-l'École, donc à quelques kilomètres d'ici, pour affiner la voiture. Le dernier élément d'aéro que je ne peux pas vous montrer puisque c'est sous la voiture, on a évidemment des soubassements entièrement carénés. Là encore, ça vaut quasiment une vingtaine de kilomètres d'autonomie. On va pas pouvoir le filmer pour des raisons évidentes, mais c'est fait partie des recettes classiques du véhicule électrique. J'en profite en étant à l'arrière de la voiture. Vous aurez peut-être vu qu'on a une petite caméra ici. Je vous ai dit c'est un véhicule technologique. Cette caméra-là n'est pas la caméra de recul. On a évidemment une caméra de recul pour se garer. Cette caméra, c'est la caméra de la rétrovision numérique. Le rétroviseur intérieur peut être aussi bien un miroir qu'une caméra. L'avantage de ce dispositif, c'est que quand vous conduisez, vous n'avez aucun angle mort vers l'arrière et donc vous avez un meilleur niveau de sécurité. Voilà pour ma part, je vais céder la parole à Mathilde qui va vous détailler les éléments de style.
Merci, donc je reviens donc face au véhicule. Je vais donc vous parler un peu plus en détail de tous les éléments du design. Donc, pour commencer, on va parler de la sculpture de ce véhicule, donc de DS numéro 8. Donc, on a vraiment travaillé des éléments sculptés que l'on peut voir par exemple sur le flanc. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une vraie fluidité, une sensualité. Un galg qui est vraiment en lien, c'est vrai, avec l'aérodynamisme, mais aussi avec le design qui est très très épuré dans cette zone-là, mais qui est mis en contraste avec des lignes que nous on appelle les lignes de caractère. Donc vous voyez ici, cette ligne de caractère, elle est ciselée, elle est très franche, et ça permet vraiment de contrebalancer donc l'harmonie de la voiture et de lui permettre d'avoir quelque chose de très fort, de très audacieux, mais de très harmonieux. Un élément intéressant aussi dont je voulais vous parler, donc Cyprien vous parlait du fastback, il faut aussi comprendre comment on a structuré par exemple le flanc. On a travaillé avec des noirs brillants en haut au niveau du pavillon, teinte de caisse, et ce noir brillant que vous voyez sur tout le tour de la voiture, donc autour des jantes, bien sûr sur la partie de sous-bassement, qui permet justement d'affiner cette porte qui est quand même assez conséquente et qui permet de lui donner encore plus d'élégance, de finesse et un élément un peu élancé. Je vais vous parler des capots. Donc je vais me mettre entre ces deux véhicules. Ici, vous voyez qu'il y a deux options possibles, donc un capot biton noir ou un capot teinte de caisse. Sur cet élément-là, donc les voitures peuvent être proposées sans biton, donc on peut avoir juste la teinte de caisse. On peut aussi avoir le pavillon en teinte de caisse ou en noir, comme vous le voyez sur ce véhicule. Je vais un peu plus m'approcher de cette version parce que c'est aussi pour nous une innovation, c'est quelque chose de très très fort et très important pour tout le design extérieur de DS numéro 8. C'est que nous avons travaillé ce noir qui part donc de la calandre, qui monte jusqu'en haut du capot du pavillon jusqu'à l'autre côté, qui permet d'élancer aussi, de créer quelque chose de très raffiné, de très sophistiqué. C'est bien sûr une référence aux grandes heures de l'automobile français de 1930 par exemple. Et pour nous c'est une innovation. Pourquoi? Parce que c'est un travail qui a été fait, qui est à l'usine, qui est un robot qu'on appelle le PenJet et qui permet de travailler donc ce noir, de rajouter le noir sur la teinte de caisse en direct à l'usine et qui utilise les buses que vous avez par exemple de vos imprimantes que vous avez à la maison et qui permet donc de rajouter ce noir sur la teinte de caisse. Il n'y a pas besoin de vernis, il n'y a pas besoin de couche, il n'y a pas besoin de cuisson. Donc en termes de CO2, c'est très très propre et ainsi il n'y a pas d'émissions de peinture, il n'y a pas de, on va dire, de pchit. Enfin, nous on utilise aussi ce genre d'effet, et donc ça permet d'avoir quelque chose de très propre, de très clean et surtout d'allonger vraiment ce véhicule. Je vais me rapprocher des lumières, des lighting, qui est un élément très très important au niveau du design. Donc il y a trois éléments forts pour nous. Donc il y a les DRL, donc les V en V. Donc ça c'est un élément qui a été travaillé depuis des années pour la gamme DS. Ce qui est important aussi, c'est que ça a été tout premier fois qu'on a vu ça, c'était sur le concept car E-Tense Performance. Et donc on voit ce ciselage qui est fait sur la matière en elle-même. Ces éléments permettent d'avoir une visibilité de la face avant qui est un peu le visage de la voiture de très très loin. Il y a d'autres éléments, donc ces 8 modules en LED que vous voyez par ici, qui sont aussi ciselés dans la matière, qui permettent une diffraction de la lumière de façon très très intense, très forte, et quelque chose de très raffiné et sophistiqué. Un élément très fort et important pour nous pour DS numéro 8, c'est cette grille illuminée, parce que c'est une première mondiale, c'est aussi une première mondiale pour le logo, sachant que donc, ces lumières sont bien sûr allumées à tout moment de conduite de la voiture. Et donc ce sont des éléments verticaux, donc c'est un motif qu'on a travaillé qui permet justement d'avoir un lien aussi avec, d'allonger aussi cette calandre, et le logo qui est donc métallisé avec la lumière qui entoure le logo. On va se diriger vers l'arrière du véhicule pour parler du lighting. Et donc le lighting à l'arrière du véhicule, il y a quelque chose de novateur pour DS numéro 8, c'est donc ce DRL qui est vertical, qui fait bien sûr écho au V que nous avons vu à l'avant.
et qui permet d'être vu à plus de 100 mètres, même de nuit. Donc ça permet d'avoir une vraie grande visibilité et quelque chose de très fort en termes d'appréhension du véhicule. Et un autre élément fort et important qui est beaucoup plus en lien aussi avec le design, c'est ce qu'on appelle nous les écailles. Donc ça avait été travaillé dans nos anciens véhicules de la gamme, mais là ils sont donc en noir brillant et en 3D, donc ça rajoute encore plus de profondeur et de raffinement et de sophistication à ces éléments-là. Un élément fort et dont je voulais aussi vous rappeler, c'est au niveau du flanc. Quand on regarde ici, on voit presque pas d'éléments qui viennent perturber vraiment le volume et le galbe du flanc. C'est par deux éléments importants, c'est les poignées. Donc la poignée avant, elle est flush, on appelle, donc elle est vraiment à fleur de peau de la carrosserie. Et à la porte arrière, on n'a pas de poignée parce qu'elle est pour nous cachée, c'est-à-dire que nous, elle est en fait cachée dans la custode arrière. Donc voilà pour le véhicule. Pour nous, un élément très très fort, c'est vraiment de combiner deux mots-clés qui sont importants pour nous, qui est donc l'élégance. Et l'élégance, on voit avec la pureté du flanc, et le charisme. Et là, c'est vrai, vraiment avec les faces avant et la face arrière du véhicule. On voit bien qu'il y a c'est une évolution au coupé SUV qui est vraiment en lien avec l'efficience, la performance, bien sûr le côté très raffiné et technologique du véhicule. Et pour finir, je vais vous parler des teintes de caisse que nous proposons ainsi que des deux différentes calandres. Donc vous voyez sur ces véhicules, nous avons des calandres lumineuses comme je vous ai montré, mais il y a aussi une calandre qui a été développée qui est une peinture sur vision 3D, donc là vous apercevez le motif qui est donc visible, et avec bien sûr le logo qui est métallisé. Et pour terminer, les teintes de caisse, donc nous en avons 5 à vous proposer. Donc on a un noir qui est le noir Peranera, une teinte que nous connaissons à la gamme. On a le blanc Albâtre qui est une teinte que vous voyez, voilà, qui est très légèrement nacrée. Et après, on va se focaliser aussi sur trois teintes importantes pour nous, 2 nouvelles et une qui fait partie vraiment de l'ADN de la marque DS. Donc nous avons le gris Palladium. Le gris Palladium, c'est une teinte intéressante pour nous parce qu'il y a vraiment une paillette très forte, importante comparée aux autres teintes que nous avons à la gamme, et qui lui donne vraiment une autre valeur ajoutée à cette voiture qui est un gris. Donc c'est un gris qui tire très légèrement vers le bleu et qui est très très élégante parce que la paillette et la métallisation est très forte. Une teinte qui est peut-être connue de plusieurs personnes d'entre vous, qui est donc le Crystal Pearl, qui est une teinte connue à la gamme DS, qui est une innovation pour nous parce qu'il y a eu un gros travail de fait sur la nacre pour passer d'une teinte, alors là on va essayer de vous le montrer à la vidéo, mais qui est à la lumière, c'est une nacre champagne qui est plutôt chaude, et à l'ombre, donc comme vous le voyez ici, on arrive sur un gris froid. Donc on passe du chaud au froid. Donc voilà, ça c'est la Crystal Pearl et c'est le véhicule que vous voyez derrière moi. Et pour terminer, nous avons donc le bleu topaz, qui est cette teinte, c'est un bleu assez sombre, sourd on appelle, assez un peu grisé, et qui donc a une association aussi avec les intérieurs dont on vous parlera par la suite à un autre live, parce qu'on a aussi un intérieur bleu, enfin plusieurs intérieurs bleus. Et donc cette teinte, elle fonctionne très très bien sur le véhicule DS numéro 8. Vous le voyez donc à l'arrière, c'est le deuxième véhicule que vous pouvez apercevoir. Voilà pour la présentation des teintes de caisse. Alors, on va revenir. J'espère que ça a été intéressant pour vous, que tout a été cohérent, compréhensif aussi, compréhensible. Alors, je crois qu'on a quelques questions, oui, auxquelles on va se faire un plaisir de répondre, évidemment. Oui, nous avons des commentaires. Donc un premier commentaire, il n'y a pas d'essuie-glace sur la lunette arrière. Alors c'est vrai, il n'y en a pas pour 2 raisons. La première, c'est que la lunette est très inclinée. Donc en fait, tu n'en as pas besoin parce que dès qu'on roule, l'aérodynamique fait que l'eau s'évacue.
Et puis pour être tout à fait honnête, il y en a encore moins quand on utilise le dispositif de rétrovision numérique que je vous ai détaillé un peu plus tôt. C'est-à-dire que quand on utilise la rétrovision numérique, en fait on ne regarde pas via la lunette, on regarde via la caméra qui est à la base de la lunette. Et donc, qu'il y ait de l'eau ou pas sur la vitre, ça ne change absolument rien. Je peux vous dire que moi-même, là, ça fait plusieurs milliers de kilomètres que je roule avec ce dispositif. J'ai complètement oublié qu'on pouvait avoir un essuie-glace sur la vitre. Aucun besoin. Et je précise d'ailleurs que, au cas où, cette caméra de la rétrovision numérique est lavable, donc même en hiver, quand vous avez un peu de saleté sur la voiture, vous pouvez actionner le dispositif et vous retrouvez la visibilité impeccable. Bien, nous avons une autre question dans le chat, c'est plus un commentaire. Donc dommage de ne pas avoir repris les DRL du DS7. Alors là... Est-ce que tu veux répondre ou je réponds, Mathilde? Vas-y. Non, c'est vrai, ils sont très beaux, les DRL de DS7. Maintenant, avec la numéro 8, vraiment, c'est un véhicule très important pour nous qui marque quelque part une petite rupture. C'est une nouvelle génération de véhicules. Et c'est pour ça qu'on a voulu, tout en maintenant cette logique de DRL verticale, qui est vraiment, comme l'expliquait Mathilde, dans l'ADN de la marque, on a voulu quand même marquer une évolution aussi avec les DRL du DS7. Je prends une question qui est liée au biton. La version sans biton semble plus ramassée, certainement un effet de la couleur. Alors c'est tout justement l'intérêt d'avoir cette option, c'est qu'il y a des personnes, et aussi par rapport à certaines teintes, qui préféreront avoir vraiment toute leur voiture, leur véhicule dans une teinte. Même le pavillon peut être d'une teinte de caisse. Donc c'est par exemple le véhicule que vous voyez derrière en clair pourrait être tout à fait sans le capot et sans le pavillon, donc tout clair. C'est pour nous, mais c'est quelque chose de, je pense, aussi assez personnel. Il ne fait pas plus ramasser, mais c'est vrai que ça crée ça étire un petit peu le véhicule. Ça lui crée un lien entre le bas de la calandre, ce noir en fait, ce noir brillant, aide à faire le lien entre le bas de la calandre, le capot, le pavillon et l'arrière au niveau du béquet. Très bien. Je vais enchaîner sur une question donc, très précise. Est-ce que le Lumina Screen sera disponible sur la version Palace? Alors là... Non, on a construit la gamme commerciale autrement. Donc la Lumina Screen est vraiment une exclusivité qui est réservée à la version étoile. Voilà. Une question sur le pays de fabrication de cette voiture, de numéro 8. Alors, c'est fabriqué en Europe, en Italie. Je précise quand même que là, on parle vraiment de la voiture elle-même. En revanche, la batterie, les batteries proviennent de chez ACC, qui est donc une joint venture avec Mercedes et Total, et l'usine d'ACC pour les batteries, qui est quand même un composant vraiment essentiel de la voiture, est située en France, à côté de Dunkerque. Alors, je tiens à citer un mot assez sympathique, un grand bravo au designer. Donc, c'est pas moi, mais on lui transmettra. C'est un peu moi. C'est un peu toi. C'est un travail d'équipe, pour dire. Il y a de l'humain derrière la création numéro 8. Il y a un grand intérêt. Donc, je reprends aussi les nombreuses questions qui ont été posées lors des inscriptions au live stream. Il y a eu un grand intérêt sur l'autonomie, avec plusieurs questions pour Cyprien. Donc, comment ont été réalisés les essais pour garantir les 750 km annoncés? Alors, quand on dit garantir... attention, 750 km norme WLTP, c'est une norme, c'est un cycle mixte. Donc c'est un cycle mixte où on a une part de ville, une part de route, une part d'autoroute dans certaines conditions. Donc quand on dit garantir, attention, parce que si dans votre roulage vous avez des conditions différentes, forcément vous aurez des résultats différents. Il faut l'avoir à l'esprit. C'est pareil avec un véhicule thermique. Votre consommation, si vous conduisez différemment de celle de la conduite du cycle, vous aurez une consommation différente, une autonomie différente. Donc en l'occurrence, avec un véhicule électrique, si vous ne faites que de l'autoroute en hiver, vous aurez une autonomie plus basse que la norme WLTP. Si vous ne faites que de la ville en été, vous pourrez avoir, pourquoi pas, une autonomie plus haute que le WLTP. Cela me permet de rebondir sur une question factuelle. Quelle est l'autonomie réelle sur autoroute? Et une autre question, quelle est l'autonomie pour le modèle le plus puissant de la gamme? Alors, autonomie réelle.
les chiffres que j'ai donnés sont réels, mais effectivement, si on change les paramètres, on obtient des résultats différents. Quand je vous dis qu'on peut faire plus de 500 km sur autoroute, c'est à 120 km/h, qui est une vitesse sur autoroute qu'utilisent beaucoup de conducteurs d'électrique. Maintenant, si vous choisissez de rouler à 130 km/h, pourquoi pas. Là, l'autonomie descend, mais reste à un très bon niveau, puisqu'on est à un peu plus de 440 km. Donc, dit autrement, dans tous les cas de figure, vous allez conduire nettement plus de 3 heures avant de vous arrêter, ce que l'on a tendance à faire naturellement, véhicule électrique ou pas. Alors, et la deuxième question, le véhicule le plus puissant, parce qu'effectivement, je n'ai pas tout détaillé, on aura 3 motorisations. L'autonomie maximale est obtenue avec une configuration traction et batterie long range. On a évidemment une version all-wheel drive qui garde cette batterie long range, mais qui évidemment ajoute une machine à l'arrière pour avoir justement 4 roues motrices et surtout 350 chevaux. Donc on a toujours une petite pénalité d'autonomie, ce qui veut dire que l'autonomie en norme WLTP sera plutôt aux environs des 688 km versus 750. Et donc sur autoroute, au lieu d'avoir un peu plus de 500, on aura plutôt environ 440, 450. Voilà. Alors en parlant de batterie, j'ai une question sur la garantie de cette batterie. Qu'en est-il? Donc c'est garanti 8 ans, 160 000 km. Cette batterie, donc cette autonomie, elle est intéressante, mais au niveau de la charge, comment cela se passe-t-il? Combien de temps faut-il? Et j'ai même une question plus précise, donc à 800 volts, donc la puissance, avec une puissance de charge de 800 volts, combien de temps faut-il pour charger? Alors donc là, on a une batterie qui n'a pas une tension de 800 volts, qui a une tension de 400 volts. Pour autant, elle a quand même des performances très intéressantes. Donc je vous rappelle, 27 minutes pour faire le 20-80, sur une batterie de quasiment 100 kWh, elle fait 97 kWh. Et donc, à la fin, le chiffre à retenir, c'est plutôt combien de kilomètres on récupère en combien de temps. On récupère jusqu'à 200 km en 10 minutes. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. C'est une très bonne performance, sachant que, oui, on aurait pu encore aller plus loin, mais dans tout projet, il faut faire des choix. Et on a toujours un petit choix à faire entre la capacité de la batterie, donc l'autonomie finale, et la vitesse de charge. Dans le contexte actuel, on a préféré avoir vraiment une autonomie record parce que c'est ce qui va donner aux clients, ce qui va nous donner à tous, vraiment une marge de manœuvre. On va pouvoir avoir plusieurs stratégies. Donc on pense que dans le contexte actuel, c'est vraiment le meilleur choix. Une question plus générique sur numéro 8. On a eu un petit indice en début de session. Pourquoi numéro 8? Effectivement, numéro 8, c'est une petite évolution par rapport aux véhicules actuels, hein, DS3, DS4, DS7. Comme je vous le disais, c'est un véhicule très important pour nous, un véhicule vraiment de nouvelle génération, et donc on a voulu marquer une petite rupture également dans le naming, tout en conservant une logique de hiérarchie avec des chiffres, parce que ça rend la gamme hyper facile à comprendre, hyper lisible. Tout le monde comprend que le 8 est au-dessus du 7, qui est au-dessus du 4. Alors là, j'ai une question pour Mathilde. Une jolie question sur le style. Quelle a été votre démarche stylistique pour aboutir à ce design si affirmé en rupture avec les modèles actuels de la marque? Devons-nous attendre à retrouver dans le futur ce design sur les autres modèles de la marque? Alors, il y a tout un travail, il y a une équipe de créatifs derrière, donc vous êtes sûr que pendant des années, il y a beaucoup de sketchs, beaucoup de manifestes aussi, on appelle. Donc, c'est des maquettes qu'on garde chez nous, mais aussi des concept cars. Enfin, il y a des choses qui nous inspirent. Et donc, il y a un gros travail, et c'est vrai, qui ont été faits par toute l'équipe des designers DS, intérieur, extérieur, les jantes, les lighting. Enfin, c'est vraiment un gros, et couleur et matière, c'est vraiment un grand... on va dire une grande équipe avec qui donc nous travaillons tous ensemble. Et ce qu'il faut dire, c'est que surtout, on avait quand même gardé des éléments très aussi distinctifs de la marque DS, dont je vous parlais du lighting, des V, ainsi que le côté très sculptural et de la fluidité des lignes et des lignes de caractère très ciselées. C'est des choses qui sont quand même assez fortes pour nous, pour la marque. Mais c'est, comme disait aussi Cyprien, DS numéro 8, eh bien, c'est quand même une nouvelle phase et une nouvelle ère pour la marque DS. Donc c'est aussi le numéro, donc c'est un nouveau départ. Et donc il y en a... là, c'est une nouvelle direction, une nouvelle vision de la marque. Et donc tous les designers ont travaillé en accord avec ce nouveau regard que notre directeur du style, donc Thierry Métrose, on va dire perpétue ou essaye de donner cette vision. Voilà.
J'en profite pour prendre une question au vol. Y aura-t-il une collection sur ce véhicule avec des finitions exclusives? Alors oui, nous travaillons sur une collection. Je vois, c'est écrit la première, ce ne sera pas une première. Voilà, c'est une collection sur laquelle, dans quelques semaines, nous allons pouvoir pouvoir communiquer. Quand on vous parlera de l'intérieur, donc le prochain live stream, on va normalement pouvoir vous dévoiler cette belle collection qui a été travaillée par les équipes en interne. On va passer à de la tenue de route. J'ai une question sur les suspensions. Sont-elles hydropneumatiques? Non, elles ne sont pas hydropneumatiques, mais comme je le disais tout à l'heure, elles sont néanmoins pilotées et pilotées à l'aide de la caméra. C'est une technologie différente, mais qui marche quand même extrêmement bien en termes de confort. Donc c'est ce que je vous disais, on profite de la caméra pour analyser la surface de la route et adapter l'amortissement. Et puis évidemment, on a des modes de conduite. Si on est d'humeur un peu plus joueuse, on peut se passer en mode sport, raffermir la suspension. C'est au choix. C'est une technologie différente, mais qui marche très bien et qu'on a déjà sur D7, sur DS9, etc. Nous avons beaucoup de questions toujours liées à l'autonomie, mais aussi sur la motorisation. La grande question, y aura-t-il une version thermique, hybride ou hybride rechargeable? Alors, à très court terme, non. Alors, ceci étant, cette voiture a été développée sur une plateforme qui est une plateforme d'origine multi-énergie, qu'on a énormément optimisée pour l'électrique, d'où le résultat en autonomie. Ça reste une plateforme multi-énergie originellement, donc on reste attentif à l'état du marché et à l'évolution du marché. Mais à très court terme, elle restera 100% électrique. Sachant que, malgré tout, ce qu'on peut se dire, c'est qu'à 750 km d'autonomie, en électrique, on couvre les besoins d'une immense majorité de clients. Alors, il y a des interrogations, notamment liées à la motorisation électrique. Quel est le réseau de recharge disponible en Europe? Est-ce qu'il y aura un réseau de recharge dédié? Alors, pas de réseau de recharge dédié, mais la voiture est livrée avec une carte Free to Move e-Solutions qui permet d'accéder à un réseau qui compte quasiment 700 000 bandes de recharge en Europe. Donc honnêtement, on est plutôt bien pourvu et encore plus dans le cas de la France. Le toit sera-t-il occultant? Une question sur le toit. Alors on a deux toits qui sont, on a un toit normal, donc fermé, et on a un cielo aussi, donc c'est une des options qui est possible. Il n'est pas occultant dans le sens où on n'a pas un textile qui vient recouvrir, mais en fait il y a eu un gros travail de fait avec nos fournisseurs sur justement cette partie qui permet d'être complètement, on va dire... la protection thermique exactement. est d'un très très bon niveau, oui. Vraiment au niveau des meilleurs du marché. On l'a testé dans le sud de l'Espagne en plein été, donc ce qui est marquant c'est qu'en fait la face intérieure du verre reste froide, elle n'est pas chaude, elle n'est pas brûlante, donc on n'a aucune sensation d'inconfort au niveau de la tête. C'est un choix qu'on a fait pour avoir le meilleur compromis entre le design, c'est-à-dire l'ambiance lumineuse de l'habitacle, que vous n'avez pas vu aujourd'hui, qui sera pour le prochain live stream, et la forme générale de la voiture. On avance dans le temps, je vais essayer de saisir les questions. Alors, il y a des questions sur qui est pratique aussi, toujours sur le coffre. Enfin, y a-t-il un coffre ou un haillon? Alors c'est un haillon, justement parce qu'on a voulu un véhicule, je vous disais que c'est un SUV coupé. Une des marques du SUV, c'est le haillon, pour pouvoir accéder très facilement à son coffre, pour pouvoir charger des gros objets. Et donc on a évidemment un haillon sur la DS numéro 8. Une question qui est liée au design. Est-ce que le choix d'un véhicule 5 portes n'entrave pas la fluidité des lignes vues de profil? Question design. C'est plutôt l'inverse, je veux dire. En fait, il est encore plus fluide par rapport à une berline classique 3 volumes. Là, on a vraiment un dessin qui est d'un trait, avec un arrière complètement intégré. J'aurais personnellement tendance à dire que le choix du fastback du 5 portes va vraiment dans le sens de la fluidité de la voiture. Je vois encore des commentaires sur le chat au niveau de l'autonomie. Est-ce que tu peux rappeler, Cyprien, l'autonomie en WLTP? Donc l'autonomie de la version traction grosse batterie, long range, 750 km WLTP. Merci. Il y a des questions maintenant sur
Maintenant que vous savez tout sur numéro 8, vous avez eu des questions sur quand est-ce que nous pourrons l'essayer? Alors, pour l'essayer, c'est plutôt à la rentrée. Rendez-vous en septembre, après les vacances. Voilà. Ceci étant, si c'est juste pour l'avoir, en France, pas forcément dans les autres pays, mais en France, elle sera visible en juin, en point de vente. Numéro 8 est disponible à la commande. Les commandes sont ouvertes, le configurateur est actif. N'hésitez pas à aller vous faire votre propre numéro 8. Nous avons aussi parmi les participants d'heureux acquéreurs de numéro 8 qui posent des questions sur les délais de livraison et les premières livraisons. Les premières livraisons, et c'est l'information qui a dû être partagée déjà lors de la commande, auront lieu à partir d'octobre 2025. Très bien. Il y a des questions sur l'intérieur, mais Mathilde vous a un peu donné un avant-goût de ce qui va arriver sur le prochain live stream. Donc il y a une question sur l'ambiance, les ambiances intérieures qui sont proposées. Oui. Je peux en parler très rapidement, mais c'est vrai qu'il y a le live stream qui va arriver sur l'Inter, mais en tout cas sur l'intérieur. Mais on propose des univers colorés qui vont du noir, parce que ça fait quand même partie d'une demande en tout cas assez forte. Mais il y a aussi un bleu que nous avons appelé le bleu éternel, qui est un bleu assez foncé, qui est très très élégant sur de l'alcantara. Et ainsi que du cuir. Donc on a un cuir noir et un cuir fauve que je pense vous pouvez apercevoir dans le véhicule ici à travers la vitre, et qui est que nous appelons l'alezan. Mais tout ça sera encore plus détaillé dans quelques semaines lors du live du live Inter. Merci Mathilde et Cyprien. Nous arrivons à échéance de cette jolie session sur le design extérieur de numéro 8. Merci aux nombreuses questions. Je vous laisse conclure, sachant que nous aurons bientôt un live stream, un DD à l'intérieur, comme tu nous l'as annoncé Mathilde. Exactement. Donc, nous allons l'avoir dans quelques semaines. Soyez un petit peu patients, et on organise cela. Et on a été en tout cas ravis. J'espère que ça vous a plu, et rendez-vous dans quelques semaines pour parler de l'intérieur. Exactement. Merci. Merci.